Alors, vous comprendrez que je ne partage pas du tout l'enthousiasme du député de Chauveau. Le discours du premier ministre hier, en fait, je pense que je suis loin d'être la seule à avoir noté qu'il y avait un très, très grand absent, qui est l'habitation. Il n'y a pas eu un seul mot sur l'habitation. Le député de Chauveau, auparavant, a parlé, lui, d'habitation, de la pression sur l'habitation, mais étonnamment, lui, le premier ministre a complètement évacuer cette situation. Mais en fait, ce n'est pas vraiment étonnant parce qu'il a passé tout son premier mandat à nier qu'il y avait une crise du logement. Pourtant, elle était bien réelle et l'opposition officielle lui rappelait à tous les jours, mais il le niait. Et ce faisant, ce premier mandat à nier la crise du logement a plutôt contribué à l'empirer en ne prévoyant aucune action pour corriger le tir. Et il est arrivé ce qui est arrivé. Et depuis 2022, bien, la situation elle est catastrophique. Puis d'ailleurs, il y a eu, ça a pris 2 ans avant qu'il y ait une ministre, en fait, qui se préoccupe de l'enjeu. Elle est arrivée en 2022, mais le temps qu'elle dépose une stratégie, on était rendu en 2024. Donc, 2 ans de plus, donc 6 ans de mandat de la CAQ avant qu'on ait une stratégie québécoise en habitation. Et je dois dire, Mme la Présidente, qu'elle était très mince, cette stratégie. J'ai entendu la nouvelle ministre de l'Habitation mentionner qu'il y aurait bientôt là, une mise à jour, puis voir elle est rendue où, cette stratégie. Mais bon, il n'y avait pas grand-chose dedans, donc il n'y aura pas grand-chose à rapporter. Je l'ai aussi entendu, la nouvelle ministre, mentionner que les gens étaient contents. Et donc, il n'y en avait plus d'argent en habitation. Là, les gens, ils sont contents. Mais je ne sais pas si elle a fait le tour des groupes qui étaient ici hier, après le discours, parce que moi, je n'ai pas entendu beaucoup de gens contents. Les groupes, tous les groupes qui sont liés à l'habitation de près ou de loin étaient plutôt abasourdis du fait que ça n'a fait aucune mention, l'habitation, dans le discours du premier ministre. Le maire Marchand, le Bruno Marchand, le maire de Québec, d'ailleurs dit tout haut ce que tout le monde pensait tout bas. Les villes se retrouvent seules au bac pour affronter ces enjeux. C'est ce qu'il a dit. Et en réaction à ça, j'ai entendu la nouvelle ministre des Transports, la nouvelle ministre des Affaires municipales, l'ancienne ministre des Transports, dire, bien, en fait, on n'a pas besoin de parler d'habitation, de nos actions, parce que nos actions parlent d'elles-mêmes. Malheureusement, je dois dire que les actions ne parlent pas fort dans ce domaine. On vit une crise d'abordabilité inégalée. Ça s'est détérioré sous le gouvernement de la CAQ. Et cette crise de l'abordabilité, elle a des conséquences désastreuses, notamment une hausse de l'itinérance sans précédent sous le gouvernement de la CAQ. D'ailleurs, c'est aujourd'hui la principale raison de ce que les gens disent quand ils se retrouvent en situation d'itinérance, c'est le manque d'accès à un logement abordable, la principale raison qui les mène à la rue. Et ça coûte cher, Madame la Présidente, cette crise de l'itinérance, plus de 72 000 par année que coûte une personne qui se retrouve en situation d'itinérance en sécurité publique, intervenant, tous les enjeux de santé mentale et santé aussi, santé physique, 72 000 par année. Ça, c'est plus que ce que ça coûte que de loger une personne dans un logement social. Et en fait, quand une personne est logée en logement social, bien, elle peut travailler, elle peut contribuer à la société, faire du bénévolat. Donc, définitivement, on ne voit pas ici l'avantage de ne pas se préoccuper de l'itinérance et de la crise du logement, parce que ça nous coûte plus cher au bout du compte. Et je vais reprendre encore une fois les mots de Bruno Marchand, parce que ça m'a touché de la façon qu'il l'a dit. C'est lorsqu'on ne parle pas de logement et qu'on ne parle pas de logement social, bien, il manque un pan de mur hyper important dans notre capacité de développer le Québec. Parce que oui, c'est ça aussi, lorsqu'on investit en logement, bien, on développe le Québec. Ça, on l'oublie trop souvent, puis ça fait rouler notre économie. Le premier ministre, et d'ailleurs le député de Chauveau l'a mentionné juste avant moi, il a fait un lien entre l'immigration et la crise du logement.
Mais j'aimerais regarder les faits. Il a mentionné Montréal, Laval, c'est les deux endroits où là c'est fou. Moi, je suis députée à Laval, là, mais là, ça a l'air, c'est fou, l'immigration, c'est plus vivable à peu près en écoutant le premier ministre. Mais c'est drôle parce que ce sont les endroits où on retrouve les plus hauts taux d'inoccupation au Québec. Donc, à Montréal, c'est là. Actuellement, on est au-dessus du 2 du taux d'inoccupation. Par contre, dans les régions où on en voit le moins d'immigration, on va à l'autre bout de la Gaspésie, le plus loin possible, c'est là qu'il y a les plus grands taux d'inoccupation, les plus faibles taux d'inoccupation. Là, on a du 0 à Gaspé, un exemple. J'étais à la Fédération, la FQM, la Fédération québécoise des municipalités, à leur congrès vendredi dernier, et je peux vous dire que c'était sur toutes les lèvres des préfets et des maires des régions les plus éloignées. Et ils voulaient plus d'immigrants, mais il manquait déjà de logements. Ils n'en ont pas d'immigrants dans ces coins-là, mais ils en voulaient par ailleurs. Et donc, l'enjeu, ce n'est pas les immigrants ici, c'est qu'il ne s'est pas construit assez de logements alors que la population est quand même en croissance. Le premier ministre a dit qu'aucun gouvernement n'en a fait autant, mais soyons clairs, sans le fédéral, il se serait à peu près rien fait au Québec dans les 7 dernières années. Toutes les ententes, tout l'argent que le Québec a mis, s'il y a de l'argent qui est venu du fédéral. Dans le passé, je dois dire, les gouvernements précédents ont agi sans le fédéral. Alors, imaginez l'argent qu'on aurait pu et comment on aurait pu en faire si on avait eu le même apport que le gouvernement de la CAQ a eu de la part du fédéral. Je dois dire que c'est sous la CAQ que l'accès à la propriété a le plus reculé. La première fois en 50 ans, il faut le faire, en 50 ans, ça avait toujours augmenté le taux de propriété et pour la première fois, ça a reculé. Mais c'est normal parce que depuis 2 ans, il ne se construit que du logement locatif. C'est juste ça qui se construit ou presque. Un exemple, à Laval, pendant 18 mois, il n'y a eu aucune autre construction que du logement locatif pendant 18 mois. Bien, pendant ce temps-là, nos jeunes n'ont aucune option n'ont pas d'option pour devenir propriétaires. Et même s'ils trouvent une propriété, mais malheureusement, l'inflation était telle qu'ils peuvent difficilement la payer ou même mettre la mise de fonds. D'ailleurs, le tiers des nouveaux propriétaires dépendent de leurs parents pour la mise de fonds. On en est rendu là. Je vais aussi vous parler de productivité dans le domaine de la construction parce que c'est un enjeu. Quand je vous parle que les coûts ont augmenté, mais la productivité, le gouvernement n'a fait aucun effort pour l'améliorer. Et mon collègue mon collègue qui est juste derrière moi, de Marguerite Bourgeois, voilà, parle souvent de productivité au niveau de l'économie. C'est catastrophique avec la CAQ, bien, c'est la même chose en construction. Lorsqu'on se compare, par exemple, avec l'Ontario, le premier ministre aime ça, se comparer avec l'Ontario, bien, c'est toujours plus long de construire une maison au Québec qu'en Ontario. Et récemment, ça c'est tout récent, là, des chiffres tout frais, bien, on a constaté que l'augmentation des coûts de la construction augmentait 2 fois plus vite au Québec qu'en Ontario. C'est pas normal. C'est pas normal. Qu'est-ce que le gouvernement fait? Rien. Et maintenant, on peut parler de la main-d'œuvre. Hein? J'ai entendu le député de Chauveau mentionner que ça prend des logements s'il y a des immigrants, mais j'ai une mauvaise nouvelle pour lui, mais ça prend aussi des immigrants pour construire des logements parce que 25 des travailleurs de la construction des travailleurs de construction actuels vont prendre leur retraite d'ici 10 ans. 25 Et on ajoute à l'équation le fait qu'Hydro-Québec compte embaucher 35 000 travailleurs pour ces chantiers. Donc, qui va rester pour construire les logements dans le futur? Il est essentiel qu'il y ait de la productivité, mais aussi essentiel qu'on pense à de la main-d'œuvre immigrante pour ces logements-là. Je vais souligner, en terminant notre côté d'habitation, qu'il y a des milliers d'unités actuellement qui sont bloquées. Des milliers, c'est 36 000 unités exactement qui sont bloquées partout au Québec parce qu'il y a un manque de capacité des usines d'eau usée, des usines d'eau potable des municipalités. Que fait le gouvernement pour ça? Malheureusement, c'est un autre échec. Maintenant, un autre absent du discours du premier ministre hier, ça a été l'environnement. D'abord, on a un nouveau ministre qui nous a parlé, en parlant du troisième lien, il nous a dit « lâchez-moi avec les GES ».
Bien, ça, c'est loin d'être rassurant, je dois dire, Mme la Présidente, pour l'analyse environnementale qui est actuellement en cours pour le troisième lien. Comment le ministre va-t-il s'assurer de la partialité de son ministère quand son parti pris à lui est déjà aussi évident? Un autre exemple qui démontre à quel point l'environnement est relégué au dernier rang des priorités de ce gouvernement, bien, on note, et là, écoutez celle-là, il n'y a eu aucune nomination d'adjoint parlementaire en environnement. Aucun. Pourtant, le gouvernement a nommé 3 adjoints parlementaires au ministre de la cybersécurité et du numérique. 3 adjoints. Député de la Pelletrie, député de Fabre pour le volet sécurité et la députée d'Huntingdon pour le volet transition numérique. 3 pour un ministère, mais aucun pour le ministère de l'Environnement. Je pense que c'est très, très parlant. Et pourtant, les enjeux environnementaux nous frappent de plein fouet. Je peux parler des changements climatiques, des feux de forêt dévastateurs, tempêtes débile l'année passée, sécheresse. Nos nappes phréatiques manquent d'eau. On a manqué d'eau cet été. Les réserves d'Hydro-Québec sont à sec, qui n'ont jamais été aussi basses que cette année. Et pendant ce temps-là, on ne sait pas. On ne sait pas ce que le gouvernement, ce que le ministre compte faire pour s'assurer que tous les Québécois aient accès à l'eau. L'eau, c'est la vie, Madame la Présidente. Et même lorsqu'on a de l'eau disponible, bien, souvent on constate qu'elle est contaminée, notamment aux contaminants éternels, les PFAS. J'ai d'ailleurs déposé l'année passée, bien, en fait la session dernière, j'ai déposé un projet de loi pour qu'on fasse le portrait de la contamination PFAS dans nos sources d'eau potable parce que le gouvernement ne faisait rien. Donc j'invite le nouveau ministre à regarder mon projet de loi. C'est une question de santé publique. On ne peut pas se permettre qu'il y ait une augmentation de taux de cancer. Encore une fois, c'est une question économique. Si on ne prévient pas, ça va nous coûter plus cher. Ensuite, je lui offre aussi ma collaboration dans le dossier des zones inondables. Malheureusement, son ministère semble toujours persuadé que les nouvelles cartes n'auront aucun impact sur les valeurs foncières des propriétés touchées. C'est totalement faux, mais je suis prête à en discuter avec lui. Ça va me faire plaisir. J'ai été au premier front des inondations de 2017-2019 à Laval. Je pourrais lui parler des impacts sur les valeurs foncières. Ça me fera plaisir. Et là, bien, quand je pense au bilan de la CAQ, parce que là, on parle de bilan aussi, on est dans la 8e année de ce gouvernement, bien, Nordvolt et Stablex, bien, ce sont les cas les plus notoires qui me viennent en tête. Stablex, un petit rappel, c'est une attaque frontale à l'autonomie municipale qu'on a vécue pour enfouir des déchets dangereux provenant en partie des États-Unis. Pourtant, il y avait une solution alternative qui existait, mais le gouvernement a préféré s'aplaventrir devant une entreprise étrangère. Ça a été extrêmement déplorable et ça s'est tout fait ça en bâillon. Et quand je regarde le bilan de la gestion des matières résiduelles dangereuses, malheureusement, j'aurais aimé qu'on en fasse justement un portrait. J'ai demandé au ministre, à l'ancien ministre de l'Environnement, de faire un portrait, ce qu'il a refusé. Alors, la CMM, la Communauté métropolitaine de Montréal, a été obligée d'agir en lieu du ministère de l'Environnement, mais elle le fait pour la région métropolitaine. Alors, j'invite le nouveau ministre de l'Environnement à regarder pour faire ce portrait pour l'ensemble du Québec. Il en va de la qualité de notre environnement parce que des déchets dangereux, ça peut nous coûter très, très cher collectivement en contamination, en santé humaine aussi et évidemment de notre biodiversité. Et quand je parle de Nordvolt, bien, je ne peux pas m'empêcher de faire le parallèle que le premier ministre a promis d'accélérer les projets. Il a parlé du projet de loi Q5 qu'il faudra voir, qui serait l'équivalent du C5. Il existait un projet de loi, il existait déjà une loi pour accélérer les projets, mais ce fameux Q5-là, quand j'entends ça, lui, il le dit, bien, parce que les délais sont trop longs en environnement. Pourtant, on a vu ce qui arrivait quand on escamotait les processus avec Nordvolt. Ça a été un très bon banc d'essai. Ça a été segmenté en morceaux, l'analyse environnementale, puis ce que ça a fait, c'est qu'on a autorisé la destruction de milieux naturels avant même que le projet se soit classifié financièrement. Puis la faillite est arrivée.
Il n'y a eu aucun plan de compensation de réaliser, hein, parce qu'ils ont fait faillite avant même que le plan de compensation soit fait. Et on se retrouve aujourd'hui avec des milieux naturels détruits, mais non compensés, et on ne sait pas qui va en être imputable. Ça fait 2-3 fois que je pose la question sur les réseaux sociaux, qui va être imputable de cette destruction-là et la compenser? Parce qu'on est signataire, et ça, c'est l'ancien ministre de l'Environnement qui a signé l'accord Cumming-Montréal sur la biodiversité. Il s'est engagé, il devrait y avoir une compensation. Alors, je termine en posant la question, pourquoi est-ce qu'on devrait croire le gouvernement qui va réaliser en quelques mois ce qu'il n'a pas fait en 7 ans? Il a parlé des délais environnementaux, mais on a passé tout l'hiver et le printemps dernier à revoir les lois environnementales. Ça aurait été une bonne occasion de réduire les délais, mais ça n'a pas été fait il y a quelques mois à peine. Alors, pourquoi, dans la dernière année, après 7 ans, on devrait voir ça? Je serais très surprise qu'on voit des résultats tangibles en si peu de temps. Donc, je réitère qu'on est rendu dans la 8e année de la coalition Avenir Québec. Malheureusement, les Québécois, je ne crois pas qu'ils en ont pour leur argent. Et je vais maintenant déposer, Madame la Présidente, à cet effet, une motion de grief que l'Assemblée nationale déplore que le discours d'ouverture du premier ministre n'ait pas fait de l'habitation une priorité dans le contexte que le Québec traverse toujours une crise du logement. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Merci, Madame la députée. Votre motion est déposée sous réserve de sa recevabilité.